Bonjour et bienvenue sur le plateau de Trade ou pas Trade, une émission entièrement consacrée à la bourse en général et au trading en particulier. Cette émission est aussi ce qu'on appelle un document à caractère promotionnel, car on y parlera produits de bourse avec Léa Gézéquel, vendeuse produits de bourse de Société Générale. Vous l'avez compris, parler trading avec des traders, avec au menu cette semaine Barrick Gold, Beneteau, Eutelsat, Pernod, Alten et le CAC 40. Alors, je vais vous présenter les traders qui sont autour de la table. On va commencer par Jean-Luc Cussac, vous êtes formateur et créateur de l'entreprise Perceval Finance. Merci d'être avec nous, Jean-Louis, et bonjour. Bonjour, Thibaut. Mathieu Lebrun, responsable Bonjour, de la newsletter SMS Cash Alert. Merci d'être avec nous, vous êtes spécialiste des turbos. Merci. Et de l'analyse technique, évidemment. À ma gauche, Franck Morel, vous êtes président, fondateur de zonebourse.com. Merci beaucoup d'être avec nous. Et Léa Gézéquel, vendeuse produits de bourse Société Générale. Alors on commence tout de suite avec la rubrique « On refait la semaine ». On refait la semaine avec, pour commencer, Pernod Ricard avec Mathieu Lebrun, qui s'est intéressé à cette valeur. Exactement. Vous êtes pas aussi, mais plutôt baissier sur Ouais. Pernod Ricard, ce qui est assez original. Alors, original, je ne sais pas. Mais effectivement, en fait, on a eu des publications dans les spiritueux qui me semblent, dans tous les cas, étaient mal accueillis. Ça a été le cas donc, sur Rémy Cointreau, c'est l'homologue en taille plus réduite de Pernod Ricard. Fin avril, ça avait dévissé Rémy Cointreau de 10-15%, ce qui avait entraîné Pernod Ricard à la baisse. Pernod Ricard qui elle-même avait connu une première vague de baisse sur sa publication qui était ressortie inférieure aux attentes assez nettement sous le consensus. Derrière, en fait, c'est les propos optimistes du management sur les tendances dans les 3 mois à venir qui avaient contribué à stabiliser le titre, à le maintenir sous ces sommets, vous voyez, de 2022. C'est la zone en pointillé noir, autour des 215-220 euros, autour desquels on est toujours. Et donc, graphiquement, on est sur, à mon avis, une zone de vente. Alors, je ne pense pas que ça va perdre. Donc le haut de ce canal qu'on voit à l'écran. Voilà, exactement. On a des signaux d'essoufflement, on a des gros volumes dans la baisse, donc consécutifs à la publication de Rémy Cointreau et de Pernod elle-même. On est dans une saisonnalité, le sell in May and go away, qui, à mon avis, n'est pas très favorable, surtout qu'on a eu des marchés assez bien orientés ces dernières semaines. Donc, moi, je suis partie prenante de me positionner à la baisse dans la zone actuelle. Dans l'idée d'une correction, alors peut-être pas afin de viser plus de 10% de baisse, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'elle retombera sous les 200 euros, mais une correction vers les 200-205 me semble effectivement probable d'ici l'été, quelque chose comme ça, quoi. Vous avez surligné sur votre graphique les volumes assez importants à la baisse, notamment sur la baisse qui avait... Ouais, alors pour vous, c'est un signal assez fort. Après, dans l'absolu, on sait qu'il y a toujours plus statistiquement de volume à la baisse qu'à la hausse, donc faut prendre un peu de recul avec ce genre de constat. Maintenant, ce que j'aime bien, moi, en termes de réaction de marché, c'est que c'est sur des publications corporate, donc du Rémy Cointreau, il y avait avant Diageo, du coup, et sur Pernod en elle-même. Et donc ça, quand on a des dégagements sur des publications, et surtout derrière, ce qui avait stabilisé, c'était les propos un petit peu optimistes du management, qui avait du coup derrière été contrebalancé par la publication, c'était le lendemain, c'était le 28 avril, je crois, de Rémy Cointreau, où pour le coup, eux, s'attendent pas du tout à un rebond des ventes, au contraire, ils s'attendent une stabilité, voire un tassement aux États-Unis. Donc, en gros, à mon avis, je pense que l'upside est, à mon avis, assez limité au-delà des 220 euros à court terme, quoi. Alors, vous n'anticipez pas forcément une cassure de cette tendance depuis quelques temps, là, mais simplement une légère correction dans la tendance. Exactement. Alors, c'est quelque chose un peu défensif, donc statistiquement, ce n'est pas la valeur type AXA ou autre qui va connaître des gros décrochages sur des mouvements de marché, mais pour le coup, je pense qu'il y a un petit 10% à prendre ici. Alors, on change de secteur avec Franck. Oui, vous venez ajouter quelque chose, Jean-Louis. Tu joues la divergence sur RSI, là, c'est ça? Non, alors pour le coup, elle est à mon avis, ça diverge pas à l'instant T, c'est-à-dire que le dernier plus haut n'a pas été plus haut sur le cours, c'est-à-dire que le sommet qui avait été fait du coup sûrement mi-mars n'a pas encore été dépassé, mais en gros, je pense que même si on doit pousser vers les 220,
pour le coup, là, ça validerait la notion de divergence, C'est ça. parce qu'il y a peu de chances que l'indicateur vienne, lui, à faire un nouveau plus haut par rapport au top qu'il a inscrit en mars-avril. Donc, dans tous les cas, en fait, en gros, même s'il y a un excès de, je sais pas, 5 €, je pense que ce sera des Jean-Louis, vous points nous de short. expliquez en 2 mots la divergence dont vous parlez? C'est un indicateur technique en le 2 mots? cours fait un plus haut et l'indicateur technique, lui, il ne fait pas le plus haut, il est un peu en dessous. Mais je cherchais, si vous voulez, le signal technique, là, parce que graphiquement, bon, ok, il y a un double top, mais le top remonte à début 2022, c'est un peu loin. Je ne sais pas si c'est ajusté ou pas des dividendes déjà. Donc ça peut poser problème. Ça peut poser problème. Donc j'ai cherché l'élément technique à l'instant T. Donc je voyais que Mathieu avait indiqué le RSI. Donc ok. Mais si vous voulez, sur le plan graphique, pour l'instant, sur le plan purement technique, il n'y a pas trop d'indications de vente. Ok, voilà. Donc, Alors, votre objectif de cours, Mathieu, vous le rappelez? 205 me convient tout à fait. Très bien. Alors, on va changer de secteur avec Franck Morel. Vous êtes intéressé à Beneteau. On est complètement sur autre chose, là. C'est Alten, je crois, d'abord. C'est Alten, pardon. Ah, excusez-moi, c'est Alten. Vous avez tout à fait raison. Beneteau, c'est pour tout à l'heure, c'est votre pitch d'1 minute. Je vous en prie. Alten, on en avait parlé il y a quelques mois ici même. On était dans la zone des 125, 120, 125. Et donc là, Alten arrive sur ses plus hauts historiques. Donc Alten, c'est un spécialiste de l'informatisation. Hein. En gros, c'est des spécialistes de la prestation IT, de la recherche et développement externalisé, du conseil en informatique. Et donc le business est un des plus beaux et des plus sains aujourd'hui en France, avec une croissance de 10% par an, hyper rentable. La société fait 4 milliards à peu près de chiffre d'affaires, elle en vaut 5 en bourse, ça se paye 18-17 fois les résultats des 2 prochains exercices. Et donc la dernière publication a été excellente et Alten teste actuellement ses plus hauts historiques qui se situent vers 160, 163. Donc là, on cautionne horizontalement sous les plus hauts historiques qui remontent à il y a quelques temps. Donc ma conviction, c'est que ces plus hauts vont casser. Donc si on a acheté, si on a tenu ces positions, je pense qu'il faut continuer à les conserver. Vous êtes rentré sur la valeur à quel niveau? On en avait parlé vers 120, 125. Ah oui. Et on les a aussi dans le cadre des portefeuilles zone bourse. Donc on a effectivement une position ouverte. Vous tenez votre position sur Alten, qui avait été ouverte même bien avant, et qu'on conserve. Et donc je pense que c'est une question de pas longtemps, donc Alten fasse des plus hauts historiques. Très bien, merci beaucoup Franck pour cette analyse. Jean-Louis, vous êtes intéressé plutôt au CAC 40, hein, c'est le point marché de Jean-Louis finalement. Oui, c'est pour faire un fil rouge quelque part. C'est ça? C'est ça, allez-y, je vous en prie. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui de ce CAC? Déjà que les acheteurs et les vendeurs ne se rencontrent pas beaucoup parce que les volumes ont chuté, on le voit, on le constate aisément. Les acheteurs, si vous voulez, jugent que le repli n'est pas suffisant par rapport à un contexte difficile pour acheter. Et les vendeurs, eux, ils attendent souvent d'ailleurs. Alors je parle des acheteurs potentiels et des vendeurs potentiels. Ils disent, bon, peut-être que je vendrai si ça remonte encore un peu, mais du coup, si vous voulez, il n'y a pas de catalyseur qui leur permettrait de prendre une grande décision, de passer à des ventes un peu appuyées. Donc on a ce marché qui hésite, où parfois il passe beaucoup de temps à ne rien faire. Et il réagit également à des statistiques économiques. Donc un coup, les stats soufflent le chaud, un coup c'est le froid. Après, c'est l'interprétation qu'en font les différents investisseurs. Parfois, la semaine dernière, c'était positif. Et puis là, depuis le début de la semaine, tout d'un coup, la récession, alors qu'on nous disait jeudi, vendredi qu'on oubliait la récession, et maintenant on y repense fortement, etc. Donc le fondamental, il n'a pas tellement évolué, sauf que, je vous dis, ça alterne chaud et froid. Sur le plan technique, moi j'avais donné 7270 futurs mai, on a fait 85, donc on n'a pas cassé ce niveau. Donc pour l'instant, c'est pour ça que sur des shorts de position, il faut faire attention. Pour l'instant, si vous voulez, l'indice CAC 40, dans cette période de détachement de dividendes dont il faut tenir compte, hein, donc quand c'est une période courte. Moi, les dividendes, il y a 2 ans, 3 ans, je ne regarde pas. Enfin, je ne les ajuste pas, sinon ça ne va pas du tout. Mais sur une période très courte, comme ça, il faut en tenir compte. Et le marché n'a retracé que de 3,17% au plus bas. Pas beaucoup.
3,17. Donc entre le plus haut et les niveaux Ouais, de plus bas d'il y a quelques jours. Là. Exactement. Et en règle générale... Qui constitue à peu près un support d'ailleurs par rapport au plus haut qu'on avait connu 3000, en le février. 7270, Voilà, ça c'est correspondait comme par hasard à peu près à ça, parce que nous, on l'a donné depuis un bout de temps. On l'a ajusté justement des dividendes avril, mai, etc. Et on fera pareil sur juin. Et en règle générale, si vous voulez, 3,5% de baisse à court moyen terme, c'est une occasion d'entrer dans le marché, de revenir dans le marché. Sauf que là, on a tellement progressé que peut-être ça ne sera pas 3,5, ça sera peut-être 5 ou 6. Vous voyez. Ça nous emmène où ça? Ben, ça peut nous amener sur un graphique comme ça. Là, c'est le futur. Il faudra voir comment il sera avec les futurs du mois de juin. Il faudra ajuster. Mais peut-être vers les 7002, pourquoi pas. D'accord. Il n'y aura pas encore de signal technique. Toujours est-il que l'idée, c'est soit j'y crois et je cherche un point d'entrée, soit je cherche un point de vente, mais pour l'instant... Là, on est entre deux eaux. C'est la bourse. Voilà. Non, mais... C'est finalement la bourse. Avec- Exactement, Mathieu. avec des probas maximum. C'est-à-dire que Oui, bien sûr. voilà, c'est pas une science Optimiser exacte. la probabilité de gain ou de perte. Exactement. Donc, est-ce qu'il y a un signal de vente? La réponse est non. Il n'y a même pas d'alerte court terme, parce que moi, je neutralise sous 7270, futur mai. Donc voilà, on est dans une situation où beaucoup se posent beaucoup de questions, beaucoup d'investisseurs se disent mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ils attendent tous un repli, ils sont tous hyper méfiants, on a des volatilités implicites qui varient entre 13 et 16, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde reste hyper méfiant. Alors, moi, j'ai une Il y a question à vous zéro poser. complaisance. Si demain ou après-demain, je raconte n'importe quoi, c'est une hypothèse, on a une résurgence des volumes avec une hausse un peu significative de 1,5. Est-ce que ça présage, dans un sens ou dans un autre, d'un mouvement pour nous rapprocher des supports ou des résistances que l'on voit à l'écran? Des Si résistances. tout d'un coup on C'est a à la une hausse. résurgence des volumes, Est-ce qu'on peut refaire le plus haut? Ouais. Ou les plus bas. Si tout d'un coup on a une grosse séance, vous pensez que c'est un peu ce qu'on vit depuis 2 semaines? Les volumes, il faut faire très attention parce que vous avez des volumes d'arbitrage et des volumes de conviction. Donc si par exemple le volume, si on se concentre que sur l'indice CAC 40 par exemple, si c'est un jour d'échéance, Ah oui, bah là il y a des gros volumes, mais... voilà, il faudra relativiser. Si c'est une séance où on repondère les indices, on le fait parfois à la fin du mois sur les indices MNCI, là, les MSCI. Une réallocation, oui. Donc il y a parfois des volumes très importants qui se mettent en place, mais qui ne sont pas des volumes de conviction. Non. Donc il faut trouver quels sont ces volumes de conviction. Pour l'instant, des convictions, il n'y en a pas. Très bien. Il n'y en a pas. Donc il n'y a toujours pas de risque, sauf si on commence à neutraliser. Après, voilà. Ce qu'il faut, c'est agir par rapport à des repères. Parce qu'on a des mouvements parfois violents, qui sont très potentiellement perturbants. Donc, Et là on est entre deux repères, si je comprends bien, donc c'est Ouais. pas évident. On a une faible volatilité sur l'indice, mais après on a des variations sectorielles qui sont vraiment très importantes avec des mouvements qui vont... Voilà, sur les actions, c'est incroyable. J'ai rarement vu ça. Donc en Telle fait, divergence. dans les indices, on ne voit pas grand-chose. Et en fait, il y a des mouvements sectoriels vraiment très importants. Il y a aussi une sous-performance très importante des petites et valeurs Petite moyennes capi, ouais. par rapport aux grosses. Et depuis quelques semaines, on est surtout sur le marché achète surtout des dossiers value, faiblement valorisés, non cycliques, genre du Carrefour, du Danone, des sociétés qui sont pas des sociétés de croissance, qui sont pas des sociétés particulièrement saines, mais qui ne valent pas cher et sur lesquelles le marché va chercher plutôt de la valorisation faible, de la sécurité, des valeurs défensives. Alors après, il y a le luxe qui sort du lot et qui représente 30% de notre indice, qui explique sa surperformance par rapport à tous les autres indices européens, en tout cas sur cette année. Et donc en fait, voilà, il y a vraiment des variations sectorielles hyper importantes. Et l'investissement sur des valeurs value, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut pouvoir dire plusieurs choses. La recherche de sécurité ou une accélération en cas de marché haussier, c'est ça? Ce qu'on appelle une société value, c'est une société décotée, c'est une société qui est faiblement valorisée. Alors pourquoi est-ce que le marché valorise faiblement une société? Généralement, c'est parce que c'est des business matures, donc des business qui ne bougent pas.
Vous regardez les chiffres d'affaires de Total, vous regardez les chiffres d'affaires, alors c'est pas encore hyper représentatif value, mais vous regardez les chiffres d'affaires de Carrefour, c'est le même chiffre d'affaires depuis, voire même en décroissance, depuis des années. Donc c'est investir sur la probabilité de rattrapage, c'est ça? Donc en fait, voilà, quand on fait du value, on fait du trading, puisque le but c'est d'acheter le truc pas cher en essayant de le revendre plus cher, en sachant que de toute manière le business ne va pas se développer. Donc c'est des arbitrages. Et généralement d'ailleurs ça ne dure pas longtemps et on revient sur la croissance, puisque c'est la croissance des résultats et du business des boîtes qui sont cotées qui fait la croissance du marché à long terme. Il n'y a pas à tortiller. Par contre là on est sur une phase à court terme où ce type de stratégie, qui est la nôtre d'ailleurs, donc là on a une phase de sous-performance pour nos stratégies par rapport au marché, de par le fait justement que le marché achète de la sécurité, donc de la valeur très défensive, les business non cycliques et en même temps des sociétés faiblement valorisées. Mais alors ces sociétés qui sont faiblement valorisées vont finir par être valorisées correctement si tout le monde se positionne dessus. Les sociétés faiblement valorisées généralement restent faiblement valorisées, mais tout est relatif. D'accord. Donc il y a potentiellement... C'est entre très faiblement valorisé et faiblement valorisé. Voilà, parce que de toute manière, c'est des business, sauf quand on a des phases de recovery, où là, c'est des sociétés qui étaient faiblement valorisées, qui étaient des boîtes matures ou dans des situations complexes, qui arrivent à se retourner. Mais ça, c'est un cas sur 20. D'accord. Même pas. Alors, pour terminer, oui, terminons. Ouais, ce qui peut amener un mouvement aussi sur le marché, c'est le relèvement du plafond de la dette aux États-Unis, qui va rester un sujet un peu difficile. Comme à chaque fois, de tensions, ça finit toujours, évidemment, par trouver une solution, mais n'empêche que ça peut provoquer une baisse du marché. Voilà, si elle est d'une belle ampleur... C'est un gros consensus, ça. Tout le monde a l'air de dire... Le Congrès trouvera une solution, il n'y a pas de danger, etc. Alors pourquoi on en parle autant? Parce qu'à chaque fois c'est pareil. Alors à chaque fois c'est pareil, et j'ai envie de dire, cette phrase je l'ai déjà entendue, mais cette fois-ci c'est plus compliqué que d'habitude. Voilà. C'est ce qu'on dit à chaque fois. Voilà. Alors, bon, on verra ça. Mais sur le plan, en tout cas... Ça fera peut-être l'objet d'une autre émission. Ça peut amener un peu de stress et puis provoquer une baisse qui pourrait amener une opportunité d'entrée dans le marché. Et c'est pour ça que les défensives rattrapent, ce que disait Franck, les Carrefour, Danone, c'est pas des... Ouais, l'investisseur, il y a 1 mois et demi, 2 mois, il était soit à continuer à payer du luxe, qui était déjà, moi, je trouvais très cher et qui l'est encore plus, soit aller sur des Carrefour, des Danone, effectivement, où voilà, et c'est un petit effet rattrapage qui peut se comprendre vu le contexte. On parlera des taux la prochaine fois, on parlera de la dette américaine, je pense que c'est intéressant. Passons maintenant à la rubrique le zoom sur. Le zoom sur avec Léa Gézéquiel, vendeuse produits de bourse de Société Générale, qui va nous parler de toute l'information qui est mise à disposition des investisseurs produits de bourse, c'est ça? Oui, effectivement, on met à disposition de nos investisseurs ou de ceux qui s'intéressent aux produits de bourse, puisque ce sont des newsletters qui sont gratuites, tout le monde peut y souscrire, des lettres d'information pour vous aider à naviguer dans les marchés et trouver des idées d'investissement quand vous en manquez. Donc la première newsletter dont je vais vous parler, c'est Bourse Matin, que vous pouvez voir à droite de votre écran. C'est un email quotidien qui est envoyé avant 9h pour faire un point sur la séance qui va arriver. Donc on fait aussi un point sur ce qui s'est passé la veille aux États-Unis et sur l'ouverture à Paris. En plus de ça, oui. Avec des analyses de grande qualité. Exactement, avec des analyses faites par Zone Bourse. Voilà, on y revient. Et donc vous retrouvez tous les jours des analyses sur le CAC 40 à court terme et à moyen terme. Donc en fonction de votre profil d'investisseur, si vous êtes plutôt court-termiste ou moyen-termiste, vous pouvez retrouver des niveaux qui vont vraiment s'adapter à votre horizon. Vous allez aussi avoir 2 valeurs chaque jour qui vont changer. Alors ça peut être des actions, ça peut être des métaux précieux, ça peut être du pétrole, ça peut être plein de choses différentes. Et enfin, une analyse sur l'euro-dollar. Donc ça, c'est pour Bourse Matin, tous les jours à 9h pour bien commencer votre journée de trading. Ensuite, il y a une autre newsletter qui s'appelle les avis d'experts. Donc là, c'est un email qui vous est envoyé, ça peut aussi être un SMS, qui va vous donner une idée d'investissement. On appelle ça les avis d'experts. La rédaction de ces avis est faite également par Zone Bourse. Et donc là, c'est une valeur qui va être choisie à la hausse ou à la baisse. Ça peut être soit sur des critères macroéconomiques, soit sur des critères plutôt analyse technique. Et donc, vous avez l'explication de l'idée de trading. Donc, libre à vous ensuite d'y adhérer ou pas. Et si vous y adhérez, vous avez un produit de la gamme Société Générale qui va parfaitement coller
avec cette idée d'investissement, donc ça peut être un turbo ou un Varan, à la hausse ou à la baisse. Et donc ce signal vous est envoyé en temps réel quand l'idée d'investissement se présente à la rédaction de Zone Bourse. Et la particularité de ces avis d'experts, c'est qu'on vous envoie aussi le débouclage de la position. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous dire achetez ce produit si vous croyez à notre scénario d'investissement et puis après on vous laisse vous dépatouiller. Non, une fois qu'un signal d'achat est initié, on vous envoie également le signal de vente au moment où il faut déboucler la position parce qu'on estime que les objectifs ont été atteints ou qu'au contraire on s'est trompé et que dans ces cas-là il vaut mieux déboucler la position. Donc c'est vraiment un avis d'expert clé en main, entrée et sortie sur une valeur sélectionnée. J'ajouterais que ce ne sont pas des conseils en investissement, hein, c'est juste un avis d'expert de la rédaction de zonebourse.com. Très bien. Et il y a aussi une autre newsletter. Oui, effectivement, la lettre des actions, on va finir par ça. Tout à fait. Alors ça, c'est une lettre qui est envoyée toutes les 2 semaines, donc un petit peu plus sporadique, et qui permet de faire un point vraiment sur les marchés, sur des critères plus macroéconomiques. Donc pour les investisseurs qui n'ont pas forcément le temps de suivre les marchés au jour le jour, c'est quelque chose qui est un petit peu plus moyen, long terme, et qui permet vraiment de faire un récap sur ce qui s'est passé sur les marchés financiers et l'économie en général. Merci Léa Jézéquel. On va maintenant passer à la rubrique le coup de cœur des traders. Le coup de cœur des traders, vous connaissez le principe, chacun de nos invités a 1 minute pour convaincre les 2 autres et déterminer s'il y a trade ou pas trade. Alors on va commencer avec Mathieu Lebrun qui a choisi Barrick Gold. Mais Mathieu, vous nous aviez parlé déjà de l'or la dernière fois. Au salon d'analyse technique. Vous aimez beaucoup ce secteur. Alors effectivement, donc je suis assez optimiste sur l'or. Attends, n'allez pas trop vite. On va mettre le chronomètre et vous allez pouvoir en parler. C'est bon, 3, 2, 1, c'est parti Mathieu. Donc sur l'or, en complément de ce que j'avais dit, effectivement fin mars, on a un rapport du World Gold Council qui est sorti là sur les données, les demandes d'or, d'achat d'or des banques centrales mondiales, et on voit que sur le premier trimestre 2023, ça a été un record de demande qui a dépassé, qui a fait x3 par rapport au premier trimestre 2022 en termes de quantité, et c'est le meilleur premier trimestre historique en termes d'achat d'or des banques centrales. On retrouve pas mal de banques centrales asiatiques, Singapour et surtout la Chine. Donc ça explique la bonne tenue, et à mon avis, bonne tenue qui risque de se poursuivre. D'où indirectement Barrick Gold. Barrick Gold, dans le cas spécifique de la société, on a une boîte qui a publié des résultats là, tout début avril, qui étaient supérieurs aux attentes, mais en baisse, mais qui ont suscité une petite réaction haussière. Et d'un point de vue technique graphique, pour rester dans les 10 secondes, on a une petite zone de résistance, et je pense que ce niveau va être dépassé. Alors le gros enjeu, ce sera le retour dans le contact de l'oblique pointillé noir. Merci beaucoup Mathieu. Alors Franck Morel, Jean-Luc Hussac, prenez votre petite raquette de ping-pong et déterminez s'il y a trade ou pas trade. Alors, qu'est-ce que vous en pensez Pas trade, pas trade. Ah, on va avoir du débat, c'est parti. Franck, allez-y. En fait, l'or, il s'est fortement apprécié aussi parce que le dollar s'est déprécié. Or, Barrick Gold, ça cote en dollars. Donc le risque, c'est aussi quand même que le dollar baisse et que l'or monte, mais que Barrick Gold n'en profite pas tellement, ou en tout cas que ta position en dollars subisse. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur. C'est le dollar canadien. Je suis assez d'accord sur la vue longue sur l'or. Je ne suis pas sûr que Barrick Gold soit le meilleur cheval pour en profiter. Donc voilà, peut-être plus simplement viser à trouver un ETF ou une société de meilleure qualité dans le secteur de l'or. Jean-Louis? Moi, c'est toujours pareil. C'est sur le plan technique que je ne vois pas d'opportunité d'entrée. Alors c'est vrai que déjà, à chaque fois qu'il y a une valeur étrangère comme ça, je fais remarquer que la parité est importante. Là, on est sur le dollar canadien, comme le souligne. Oui, mais bon, ils suivent à peu près. Ouais. Donc, c'est sûr que moi, je suis acheteur d'euro-dollar pour l'instant encore. Bon, c'est vrai que là, l'euro a baissé un petit peu ces derniers jours, mais il reste dans une dynamique haussière non affirmée. Là, si vous voulez, je ne vois pas trop pourquoi j'irais acheter. Alors, souvent, on peut acheter ce genre de valeur lorsqu'elle franchit un dernier plus haut, vous voyez, avec un nouveau signal d'impulsion. Donc, ce serait le dernier plus haut. Sur repli... Elle vient de faire un plus haut, là, t'as vu? Oui, elle a fait un plus haut, mais elle a rebaissé tout de suite. Donc, et c'est pour ça que j'avais envie de dire, pour pouvoir l'acheter comme ça aussi, je préférais qu'il y ait quand même un retracement plus important. Par exemple, vous auriez été plutôt acheteur à 15,50, donc quand elle avait été au plus bas. Jean-Louis, il achète au plus bas, ils vont au plus haut. Si j'avais su, j'aurais acheté à 14,5, oui, mais bien sûr.
Non, mais là, l'idée serait peut-être d'acheter vers 18, peut-être. Mais bon, moi, je ne suis pas tellement sur Le l'or. Mathieu ne se fonde pas ce qui est- uniquement sur les techniques. Non, mais ce qui est intéressant, Ouais, c'est qu'il y a mais- une très grosse corrélation. Enfin, quand on regarde au-delà de Barrick Gold spécifiquement, les secteurs, le GDX, le GDXJ, qui sont des trackers sur les secteurs miniers, en fait, ça réplique. Alors, effectivement, ça va peut-être sous-performer quand typiquement on a l'euro-dollar qui passe de 1 à 1,10, mais dans les grosses tendances, typiquement le mouvement qu'on a eu de 15 à 20 dollars là sur Barrick Gold, il coïncide avec l'or qui est passé de 1800 à 2000 en fait. Et dans toutes les phases, en fait, on a ça. Alors après, en début d'année, on a eu une baisse sur une publication, mais en fait, sur du court terme, c'est vraiment très corrélé. Et donc, si, comme je le pense, l'or inscrit de nouveau plus haut, va y avoir qu'est-ce qu'on fait en fait, et même en Europe, comment on se positionne sur l'or. Donc il y a effectivement des trackers, alors peut-être se couvrir du risque de change, mais il n'y a pas beaucoup de minières en fait en France, donc et les grosses sont situées aux États-Unis ou au Canada. Donc, Merci beaucoup voilà. Mathieu, on l'a compris, c'est un secteur qui vous tient à cœur. Maintenant on va passer à Bento. C'est bien ça Franck? Beneteau. Oui, Bento, comme le bento. Beneteau, évidemment. Vous avez 1 minute pour convaincre Jean-Louis et Mathieu. 3, 2, 1, c'est parti. Alors, Beneteau, qui est un des leaders mondiaux des bateaux, avec toute la gamme de services, enfin toute la gamme de bateaux électriques à voile, De loisirs. qui fait 70% de son... Ne me coupez pas, s'il vous plaît. 70% de son chiffre d'affaires en Europe, 30% aux US, donc très international. Une société qui se développe, qui est rentable, qui a publié des bons chiffres aux dernières publications. Elle se paye 13 fois les résultats de cette année, 1,7 milliard de chiffre d'affaires, 1,2 milliard de capitalisation, 300 millions de cash à peu près. Donc en fait, la société est très faiblement valorisée. C'est une société dite value. Et donc aujourd'hui, elle se paye à peu près le même prix qu'il y a 5 ou 7 ans. Or, depuis, le chiffre d'affaires et surtout le bénéfice a été multiplié par 2. Donc je pense que c'est typiquement les dossiers de qualité mais value, small caps, mid cap, qui ont subi depuis quelques semaines, qui pourraient être intéressantes pour une reprise au moins sur les plus hauts. Merci Franck Morel. Jean-Louis, Mathieu, qu'est-ce que vous en pensez? Trade ou pas trade? Oh là là, tout le monde est d'accord. Bon, bah, très bien, très bien. Alors pourquoi vous êtes d'accord, au Mathieu? revoir. Non, après, peut-être pas sur l'aspect value à proprement parler du titre, parce que c'est quand même des boîtes en croissance, c'est comme Katana Group, etc. Maintenant, effectivement, dans le côté où aussi la sphère small et mid a sous-performé, et je pense qu'il va y avoir, à mon avis, un effet de rattrapage comme ce qu'on a vu sur le CAC 40, où en gros, pour aller autre part que sur du luxe, on a cherché des défensives. Je pense qu'il va y avoir un effet comme ça sur des small et mid, et effectivement, typiquement, Beneteau, oui, je partage assez la vue optimiste de Franck. Ouais. Merci Mathieu. Jean-Louis? Alors oui, sur le plan fondamental, moi ce qui m'intéresse, c'est l'aspect technique. Il n'y a pas de market timing, mais il y a au moins un repli, une amorce d'arrêt et donc une infirmation de l'idée d'acheter. Et si on se place dans le cadre d'un choix de turbo, par exemple, on peut choisir un turbo qui va correspondre à, par exemple, 14 cassés, là, vous voyez, par exemple. Se dire, voilà, tant qu'on est au-dessus de 14, la valeur conserve un maximum de chances de rebondir. Si elle casse 14, on peut se dire que c'est infirmé, à court ou moyen ou long terme, mais en tout cas, c'est infirmé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours d'investir sur des repères. Prendre position et prendre des décisions sur des repères. Donc là, je l'ai, donc je dis oui. Très intéressant, merci beaucoup Jean-Louis. Merci Franck pour ce pitch réussi, visiblement, tout le monde était d'accord. Alors on va passer à Jean-Louis sur Eutelsat. Vous êtes prêt Jean-Louis? 3, 2, 1, c'est parti. Alors Eutelsat, c'est un des plus grands opérateurs satellites au monde. Et sur le plan fondamental, c'est vrai que la valeur n'est pas au top. Le consensus, on va dire, il est neutre un peu. Il y a du positif, il y a beaucoup de neutre et puis il y a du négatif. Sur le plan technique, là c'est pareil, on a une situation qui permet de prendre position avec le franchissement du plus haut, là, qui était à 6,35. Donc moi, si vous voulez, je prends position, j'essaie de trouver une valeur qui donnait le signal d'impulsion potentielle à très court terme. Là, il a été donné. Hier, ça n'a pas été confirmé, on va dire, mais on reste quand même sur un signal d'achat technique avec l'information qui pourrait apparaître sous les 5,80. 10 secondes. Donc tout simplement, si vous voulez, vous avez là
Une valeur, c'est vrai que c'est difficile de trouver des bonnes valeurs pas trop chères. Elle a beaucoup baissé et il y a un repère technique à exploiter. Merci Jean-Louis. Franck, Mathieu, trade ou pas trade? Stop. Alors là, c'est la guerre. Allez-y. Pas trade. En fait, Eutelsat fait partie de ces sociétés qui fondamentalement sont les moins belles du marché français. On est sur une société dont le chiffre d'affaires décroît de manière très importante. 1 milliard de chiffre d'affaires, 3 milliards de dettes. Donc on a un vrai problème de dette à régler. La société a perdu, je dirais, les 3/4 de sa valeur au cours des 3-4 dernières années. Donc on est vraiment sur une situation dégradée. Alors, techniquement, on a l'impression que le timing effectivement est pas mauvais pour anticiper un rebond technique, un retracement en direction, admettons, des 8. Mais le titre est tellement volatile, donc il vient de 10, pourquoi pas 8. Mais anticiper et chercher à mettre à profit des configurations de retournement sur des situations fondamentales extrêmement dégradées conduit à se retrouver dans des situations difficiles, un peu comme si vous anticipiez des retournements sur Cybergun par exemple depuis les 15 dernières années. On est dans le même type de schéma. Valourec, les pages jaunes, Solocal, des configurations de ce type, on en a connu beaucoup et je pense que c'est difficile d'avoir raison. Vous restez à l'écart. Mathieu, alors moi, est-ce que les raisons sont différentes? Oui, pour le coup, un peu. Alors le seul point favorable que je trouve dans le secteur, c'est l'aspect capitalistique. C'est-à-dire que de mémoire, la grosse envolée qu'on avait eue à l'automne dernier, où c'était Drahi il y a eu des rumeurs de prise de participation de Drahi qui avait ensuite botté en touche. Et pour le coup, donc c'est pour ça que ça a continué à baisser pour les raisons fondamentales que Franck a évoquées. Effectivement, c'est une boîte qui a longtemps payé des dividendes et qui a coupé parce qu'ils ont sûrement un problème structurel. Mais pour le coup, dans le secteur, je pense qu'il y a peut-être mieux à faire. Il y a notamment SES Global. Alors c'est un peu l'homologue de Telsat. Et pour le coup, moi j'ai surveillé plus SES Global parce qu'il y avait un dividende qui était intéressant. Et là, pour le coup, sur SES, il y avait des discussions avec Inmarsat, c'est l'équivalent britannique de SES et de Telsat. Donc, si je devais prendre position sur un acteur dans le secteur, ce serait peut-être plus SES que Telsat à l'instant T. Donc, pour résumer, une configuration technique intéressante, mais des fondamentaux qui incitent à rester à l'écart. Jean-Louis, droit de réponse. Non, mais j'ai commencé par ça. Que de toute façon, si la valeur est au plus bas, comme elle est actuellement, c'est qu'il y a un problème. Après, c'est en train de bouger, donc j'invite ceux qui seraient amenés à prendre des décisions d'investissement sur la valeur à regarder ce qui se passe autour de Telsat. Il se passe des choses. Il y a du positif qui est en train de se mettre en place. Il faut lire. Vous parlez des publications réglementaires sur le site du régulateur, par exemple? Non, mais là, par exemple, les dernières annonces où ils rentrent dans la Global Satellite Operator Association, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Alors, c'est sûr que la hausse, elle n'est pas accompagnée de volume, etc. Mais bon, il y a un repère à exploiter. Après, on n'est pas obligé d'attendre le stop-loss ou le dernier plus bas. Souvent, moi, ce que je fais, c'est que je déclenche. Si au bout de quelques jours, il ne se passe rien, je sors et je redéfinis un niveau d'entrée qui peut être le signal d'une nouvelle impulsion au-dessus du dernier plus haut, etc. Donc chacun, après, va gérer sa position en fonction de la dynamique de... Mais c'est sûr que ce sont des stratégies à mettre en place sur des petites... des petites sommes à court terme, une impulsion. En se disant, c'est spéculatif, on a un potentiel important, mais quand on a un potentiel important, c'est qu'il y a du risque. Donc, il ne s'agit pas de mettre le paquet sur ça. Au contraire, on met moins d'argent. On ne dissocie pas le rendement du risque. Il y a un risque de gap baissier important sur une news avant l'open, sur ce genre d'outil. Donc, typiquement, c'est peut-être un risque qu'on peut faire supporter à la Société Générale par le biais d'un produit de bourse. Absolument, puisque c'est Société Générale, en émettant le produit de bourse, qui va prendre le risque du gap. Le 11 mai. Je crois qu'il y a des chiffres. On surveillera ça, c'est bientôt. Merci beaucoup Jean-Louis. On va passer à la rubrique. Merci Franck et merci Mathieu pour vos avis. On va passer à la rubrique à vos marques, le quiz. À vos marques, le quiz, c'est parti. Visiblement, il y a des contestations sur le sujet. Ah non, ça, Jean-Louis. Hors antenne, Jean-Louis n'était pas très content parce que, comme Mathieu est un spécialiste de l'or, il disait c'est injuste. Je suis haussé sur l'or. Aujourd'hui, c'est pour vous, Mathieu. Oui, Mathieu.
Sur C'est l'or. pas mon anniversaire. Il y a des pistonnés dans l'équipe, visiblement. Alors, Léa, allez-y, je vous en prie. Allez, on commence par la première question. On attend la fin de l'énoncé des réponses potentielles avant de buzzer. En quelle année a été créé le London Bullion Market Association pour superviser le marché de l'or et de l'argent au Royaume-Uni? Était-ce en 1987, en 1980 ou en 1971? Jean-Louis le doyen. 80. Non. 71, moi. 71 pour moi. Non, Non, bon, bah alors. une idée? Bonne réponse. Situation parfaite. Je dirais en 1987. Vous le C'est la saviez. deuxième Année de fois que création vous du CAC faites ça, 40. je crois. Ouais, ouais, C'est voilà. votre technique pour avoir des points, attendre que les deux autres aient tort. Alors effectivement, c'était en 1987. Cette association a été créée par la Banque d'Angleterre. Il faut savoir que Londres est le marché de référence mondial, encore aujourd'hui, pour la cotation des métaux précieux, avec un fixing 2 fois par jour de l'or et de l'argent. Mais ça va plus loin, puisqu'il contrôle aussi les raffineurs et la distribution de lingots. Donc c'est vraiment une institution très importante. 1980, c'était le record, un des premiers records de l'or à $850 l'once. Alors aujourd'hui, ça nous fait sourire, Vraiment. mais à l'époque, c'était beaucoup. Et 1971, c'était la fin des accords de Bretton Woods. Ouais, alors moi j'ai fait un peu au pif, hein, vous en doutez bien, en me non, disant, pas du tout. il y a Non, eu le choc pétrolier avant, etc. Peut-être que Ça aurait On a pu. voulu réguler l'ensemble. Donc j'ai essayé de trouver une idée, mais bon. Écoutez, essayez pas de justifier, vous avez tort, vous avez tort. Ah, c'est pas une justification, c'est une explication du pourquoi j'ai dit 80. Votre raisonnement. Merci Jean-Louis. À Franck, 1 point, Mathieu 0, Jean-Louis 0. On passe à la deuxième question. Quel est le principal instrument financier utilisé pour déterminer le prix de référence de l'or sur le marché de Londres? Est-ce les contrats à terme sur l'or, les options sur l'or ou le fixing de l'or? Jean-Louis? Fixing. Effectivement. Alors les contrats à terme et ça, les c'est options sur l'or, ce sont des contrats qui permettent d'investir sur l'évolution future de l'or. Ce ne sont en aucun cas des instruments qui permettent de donner une référence à un moment T, à calculer le spot. Ce qu'on appelle le spot, c'est le cours à un instant T. Et le fixing, donc, ce sont des enchères 2 fois par jour avec des banques qui sont participantes à ce fixing. Et c'est électronique depuis 2015. Donc les fixings s'établissent à 10h30 et à 15h. C'est publié par l'institution ICE et ça permet vraiment de donner le fil rouge des évolutions de ces cours. Je porte réclamation parce que ce n'est pas un instrument financier, le fixing. Oui, c'est vrai. Allez, Franck, je vous l'accorde, Là, il y la avait- question est il y avait très un sacré légèrement piège. mal Je épiégeuse. propose que ce Deux point ne points. soit pas attribué à 2 personne. points pour un. On réunira le grand conseil après et on vous Voilà, donnera le les conseil résultats. des sages. Un point pour arbitraire. Jean-Louis quand même, un point pour Franck et notre spécialiste de l'or qui est Ouais. les abonnés Voilà. absents, Moi, je reste Mathieu, sur Barrick franchement. Une question sur Barrick peut-être. Non, faut pas pousser Mathieu. Hein. Je vous ai aidé là, mais faut saisir la perche. Troisième question. Que peut-on dire de la relation entre le prix de l'or et les rendements des obligations du Trésor américain? Sommes-nous sur une corrélation qui est positive ou une corrélation Je te trompe négative? Allez, je vais dire la 2. Ils sont sympas vos copains quand même, Mathieu, je trouve, là, avec vous. Hein. Effectivement, c'est une corrélation négative. Une chance sur 2. Non, mais Alors, là, tu le savais. pourquoi? Donc ça signifie que le prix de l'or va évoluer à l'inverse du rendement des obligations du Trésor américain. Alors, quand on parle de corrélation, c'est en général, c'est pas une vérité absolue, ça se vérifie pas dans 100% des cas. Mais pourquoi en général on dit que les deux cours évoluent à l'inverse? C'est parce qu'en fait, il y a des arbitrages qui se créent. L'or étant une valeur refuge, les investisseurs ont tendance à aller plus sur l'or dans des situations vraiment très tendues. Et quand les rendements des obligations qui sont légèrement historiquement plus risqués, mais quand même qui font partie des actifs plutôt sûrs, donc potentiellement concurrence à une valeur refuge augmente, on peut voir souvent des déports d'allocation de l'or vers les obligations qui redeviennent attrayantes avec des rendements plus importants, mais sans pour autant forcément avoir beaucoup plus de risques que l'or. Voilà. Très bien expliqué, bravo, merci Léa. Un point partout. Quatrième question. Quatrième question. Quelle institution financière a vendu une partie importante de ses réserves d'or entre 1999 et 2002, contribuant à la baisse du cours de l'or à cette époque? S'agit-il de la Réserve fédérale américaine, la Fed, la Banque populaire de Chine ou la Banque d'Angleterre? Chine. Non, J'aurais dit Angleterre, moi. Non? bravo Mathieu. C'est effectivement la Banque Là où l'autre d'Angleterre hésitait, ouais. qui a vendu pendant cette période. C'était vraiment tout un programme qui a été beaucoup relayé par la presse et qui a été fait dans le temps. La moitié de ses réserves d'or afin de se diversifier, notamment sur des devises et d'autres actifs. Pour information, la Fed, c'est la plus grosse réserve d'or au monde puisqu'on est à plus de 8000 tonnes.
Et la Banque populaire de Chine, c'est des réserves qui sont certes plus modestes, mais qui ne font qu'augmenter. Et on est aujourd'hui, par exemple, à 454 tonnes achetées entre 2003 et 2009. Donc c'est une tendance vraiment plutôt à l'augmentation des réserves. Mais bien sûr, Mathieu, vous prenez l'avantage, enfin. Alors, enfin, 2 Mathieu. points pour Mathieu. Dernière question. Franck, votre stratégie d'attente là n'a pas fonctionné. Non, là, il faut monter au créneau. Sous-marinier. J'ai toujours un point. Actuellement, autour des 2020 dollars l'once d'or, record historique, à quelle date faut-il remonter pour voir un taux aussi haut? En août 2020, en septembre 2011 ou en janvier 1980? Jean-Louis. 2011. Non. 2020. Ah bon? Non, c'était Franck. En 2020. Effectivement, oui, tout à fait. C'est en 2020, c'est pendant le Covid, où l'or a joué énormément son rôle de valeur refuge. Et donc, on est allé jusqu'à 2075 dollars l'once. Alors, en septembre 2011, il y avait les inquiétudes sur la dette souveraine, le risque de récession. On est monté jusqu'à 1921 dollars. Et en janvier 1980, c'était la guerre en Afghanistan et les tensions géopolitiques qui ont tiré le cours de l'or à la hausse, autour de 850 dollars. Voilà, l'or valeur refuge. Bravo Jean-Louis et Mathieu et Franck, vous avez gagné cette pas de partie. Jean-Louis, je suis désolé, vraiment. Vous étiez parti en flèche, puis tout d'un coup, Ah tout bon, s'est écroulé. c'est Franck qui est parti en flèche. Vous avez fait un bon début de partie en tout cas. Merci beaucoup à tous. Si vous aimez cette émission, dites-le, appuyez sur j'aime. Et puis sachez que cette émission est disponible et regardable en streaming sur les sites YouTube, la chaîne YouTube de SG Bourse et la chaîne YouTube de Boursorama. Merci à vous et à bientôt.